Voilà. Bonsoir. Vous êtes venus, c'est super. On va commencer tout de suite. Les Vendéens et les Vendéennes sont des gens formidables. Je répète, les Vendéens et les Vendéennes sont des gens formidables. Est-ce un préjugé? Alors pour le sociologue, c'est facile. Si vous êtes d'accord avec moi qui trouve que les Vendéens et les Vendéennes sont des gens formidables, ce n'est pas un préjugé, c'est une vérité scientifique. Si vous êtes basque, nantais, je ne sais pas moi, alsacien, et que vous n'avez pas un feeling particulier avec les Vendéens, vous allez dire que c'est un préjugé. Un préjugé, c'est une évidence qui n'est pas partagée. Tout simplement. Alors pourquoi parler des préjugés? Pourquoi parler des préjugés? Parce que je crois qu'aujourd'hui, nous sommes un petit peu, vous vous souvenez, Robinson Crusoe, le bateau coule, il nage, la tempête, il arrive à la plage, et aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans la situation de Robinson Crusoe. Et ce qui a coulé, c'est le bateau de nos certitudes partagées. Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un riche? Qu'est-ce que c'est qu'un vieux? Qu'est-ce que c'est que, je ne sais pas moi, un type qui réussit? Eh bien, sur toutes ces choses où nous avions des évidences partagées, aujourd'hui, nos évidences ne sont plus partagées, nous n'avons plus de certitude, et donc nous allons considérer chacun que l'évidence de l'autre est bien entendu un préjugé. Alors, comment vivre dans une société avec moins de certitudes partagées et beaucoup plus de préjugés? Au bout de 40 ans d'études de la société et ayant uniquement 12 minutes pour vous assommer complètement avant que les autres intervenants ne vous réveillent, je vais me limiter à cinq idées. Pour vivre dans une société dans laquelle il y a beaucoup de préjugés parce qu'il y a peu de certitudes partagées, il me semble que la première responsabilité que nous avons chacun d'entre nous, c'est de cultiver et de nourrir notre vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas la fragilité. La vulnérabilité, c'est la capacité d'y aller, même quand on n'est pas sûr que ça va marcher. Voyez, c'est ce que font, par exemple, tous les autres intervenants. C'est ça qu'ils vont vous raconter, c'est qu'ils y sont allés alors qu'ils n'étaient pas sûrs que ça allait marcher. Donc je crois que nous avons chacun une responsabilité quotidienne, un risque par jour en forme toujours, disait un de mes amis. Nous devons chaque jour cultiver notre capacité de vulnérabilité, notre capacité de nous engager, même quand on ne sait pas si ça va marcher. La deuxième responsabilité que nous avons, c'est d'être ouvert à l'altérité. Il y a quelqu'un que j'aime bien, qui est venu sur Terre il y a 2000 ans, et qui a très bien résumé la chose. C'est beaucoup plus facile de voir la paille qui est dans l'œil de mon voisin que la poutre qui est dans mon œil. Voyez ? Et donc c'est très très compliqué de découvrir ses propres préjugés sans l'intervention d'un autre. J'avais à l'école un professeur, j'avais 12 ans, et j'avais un professeur qui a eu cette démarche extraordinaire, parce qu'elle avait entendu dans les rumeurs, c'était un jeune professeur de néerlandais, elle avait entendu dans les couloirs que tout le monde considérait qu'elle avait des chouchous. Eh bien, elle a pris le risque de la vulnérabilité, et elle a demandé devant toute la classe, est-ce que quelqu'un se considère comme mon chouchou? Persuadée, évidemment, qu'elle n'avait pas de chouchou. Et le brave gars de la classe, champion d'athlétisme, gentil comme un cœur, que tout le monde considérait comme son chouchou, a eu le courage de lever le bras et de lui donner ce feedback merveilleux. « Madame, je crois que je suis votre chouchou. » Voyez ? Elle a sans doute passé un moment terrible. Mais accepter que d'autres nous donnent ce feedback,
c'est accepter le choc pour ouvrir l'univers. Et donc, je crois que vraiment, cette ouverture à l'autre, on parle beaucoup de développement personnel, de se trouver son soi profond, son moi profond, mais la grande affaire de la vie, c'est quand même de rencontrer l'autre et la différence. Troisième responsabilité, je crois que nous avons tous un devoir profond de créer plus qu'un climat de sécurité, nous avons un devoir de créer un climat de confiance. La sécurité est souvent une notion négative. Je veux que dans ma rue, il y ait de la sécurité. Je veux être sûr que personne ne m'agresse. Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais dans ma rue, dans laquelle on a tous des préjugés différents, pour nourrir la confiance, pour entrer en relation avec mes voisins en confiance? Donc je crois que cette troisième responsabilité, c'est la confiance, c'est de nourrir la confiance et de faire en sorte que chacun soit en confiance. La quatrième responsabilité, je pense que nous venons, nous les êtres humains, au monde, alors ce n'est pas un préjugé parce que pour l'instant c'est une certitude scientifique, nous arrivons au monde sans être finis. Et donc je crois que nous sommes là sur Terre pour grandir. Et grandir, c'est un petit peu comme le homard, quand il grandit, sa carapace devient trop petite. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se sépare de sa carapace, il se planque sous un rocher parce que quand il n'a pas de carapace, il est très fragile. Et puis comme il a grandi, il se fait une nouvelle carapace. Mais je pense que nous sommes là pour grandir. Je ne pense pas que nous sommes là pour produire. Je ne pense pas que la vie se résume à produire le plus vite possible en finissant vite ses études, pour rapidement terminer sa carrière et pour jouir béatement de ses certitudes et de ses préjugés. Je crois que nous sommes là pour grandir, je crois que nous sommes là pour faire un voyage, je crois que nous sommes là pour apprendre. Et enfin, la cinquième responsabilité, c'est de grandir en conscience. C'est-à-dire de petit à petit accepter, de laisser un peu moins de place à notre ego, à notre GPS, à notre volonté de tout comprendre, de tout analyser, et de laisser un peu plus de place à notre âme, à notre capacité de nous émerveiller, d'être surpris, d'avoir un regard neuf sur les choses. Vous voyez ? Je suis cofondateur d'une école à Bruxelles et en fait, cette école applique exactement ça puisque la devise de l'école, c'est apprendre, c'est-à-dire la vulnérabilité, ensemble, parce que tout seul, il est difficile d'apprendre, en confiance, parce que si je suis méfiant vis-à-vis des autres, je ne vais rien leur apprendre et ils ne vont rien m'apprendre, pour grandir en conscience. Je pense que, moi je suis belge, je ne peux pas candidater, mais je pense que si j'étais français, que l'idée me prenait de faire carrière politique, je crois que ce serait mon programme pour la société d'aujourd'hui, apprendre ensemble, en confiance, à grandir en conscience. Plutôt que de transformer nos préjugés en portes blindées, plutôt que de vouloir reconstruire d'anciennes forteresses, en tant que Robinson, récupérons ce qui arrive sur la plage, récupérons tous les débris de notre ancienne civilisation et utilisons-les avec respect, avec fidélité, avec loyauté, pour occuper le mieux possible notre nouvel univers, le monde qui vient. Tout ça, c'est bien, mais c'est quand même vraiment du baratin de sociologue. Parce qu'en fait, moi, Jean-Michel dit oui et il a raison. Parce qu'en fait, moi, je tombe mon gazon, je nourris mon chat, je regarde la télévision et je suis bien. Pourquoi devrais-je changer de préjugé? Alors je vois trois raisons. La première, c'est que nos préjugés, au fond, c'est notre pilotage automatique. C'est notre algorithme. Et le souci, c'est que, sur bien des points, nous avons été programmés pour un monde qui n'est plus là. Et donc, si on reste en pilotage automatique, le risque, c'est, à un moment donné, d'aller dans le mur
parce qu'on ne va pas appliquer le bon algorithme, parce qu'on va appliquer une règle, un principe qui n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Hein? Certains l'ont découvert pendant le mouvement MeToo, qu'il y a certaines choses que leur algorithme classique les poussait à faire. Eh bien non, on ne peut plus le faire. La deuxième raison pour bouger dans les préjugés, c'est que je crois fondamentalement que oui, c'est qu'au fond, plus on apprend, moins on connaît, plus on se libère de nos entraves, plus on est capable d'avoir un regard neuf. J'avais une grande-tante qui a vécu jusqu'à 94 ans, et pour moi, elle avait réussi sa vie, parce que jusqu'à 90 ans, elle râlait, elle disait « qu'est-ce que je fais, je devrais mourir ». Et puis, passé 90 ans, elle a commencé à dire « mais j'adore la vie ». Et je lui disais « mais c'est quoi pour toi l'essence de la vie ?» Elle dit « c'est d'écouter le vent dans les feuilles, et c'est d'entendre chanter les oiseaux ». Oui. Et je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de passer sa vie à retrouver cet émerveillement. Enfin, la dernière raison, je dois l'avouer, de lutter contre les préjugés, elle m'a été donnée par ma maman. Ma maman, depuis que je suis tout petit, m'a dit « laissez dire, laissez faire et vivre sa vie ». Et ma maman avait un énorme préjugé dont elle a mis toute sa vie à se débarrasser, c'est qu'elle était profondément persuadée que quelqu'un qui pense beaucoup ne peut pas être heureux. C'était une certitude. Alors, sur ces 8 enfants, il se fait qu'il y avait là un philosophe, sociologue qui adorait se poser des questions compliquées que personne ne se pose. Et donc, elle était très inquiète. Elle se disait, mais cet enfant-là, comment est-ce qu'il va être heureux? Et un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie, c'est que quelques jours avant la mort de ma maman, j'ai pu lui dire, tu sais maman, je me pose encore beaucoup plus de questions qu'avant, mais je suis pleinement heureux. Et je l'ai libéré de son préjugé. Et j'ai vu son visage et son corps s'apaiser. Et donc, ce que je vous souhaite, c'est de faire ce cadeau merveilleux à d'autres personnes, de leur faire découvrir que le monde est encore bien plus beau, bien plus vaste, bien plus mystérieux et bien plus extraordinaire que ce qu'ils pensent. Merci.